Aujourd'hui est possiblement un grand jour car j'ouvre cette chaîne Grand Angle Nova qui a pour but de développer tous les sujets qui tournent autour de la croissance. Nous parlerons donc beaucoup d'intelligence artificielle et des nouvelles technologies de production de la connaissance car il s'agit de la pointe de la technologie. Nous allons y revenir. Nous parlerons aussi d'énergie car c'est la base de la croissance économique et enfin nous parlerons également de monnaie dont Bitcoin fait partie car la monnaie c'est l'outil qui permet de transporter et de stocker une représentation de la valeur dans le temps et dans l'espace. Donc pour ce résumé sur la chaîne Grand Angle, vous aurez des analyses économiques et financières solidement ancrées dans l'actualité et la gestion de patrimoine. Sur Grand Angle Crypto, que l'on renomme en Grand Angle Bitcoin, vous aurez une chaîne spécialisée sur Bitcoin, ainsi que la finance décentralisée, car globalement on peut jeter tout le reste, ce qui revient à jeter le mot crypto. C'est Guillaume qui la pilote et il fait cela très bien car Bitcoin l'anime profondément. Et enfin, sur cette chaîne, nous allons explorer les sujets de l'IA, de l'énergie et du système monétaire. En une phrase, ici, on explore le futur. Maintenant, vous comprenez le nom de cette chaîne, Grand Angle Nova. Dans cette vidéo, je commence aujourd'hui par poser les bases. Voici comment, selon moi, ces sujets s'articulent au sein d'une théorie unifiée de la croissance. J'ai encore des trous dans la raquette, bien évidemment, mais nous les comblerons, je l'espère, et peut-être même ensemble au fil de la croissance de GeaNova. La première étape, c'est de partir du constat que la croissance économique, c'est de l'énergie transformée. Là, ça va être très simple et on va aller vite en deux graphiques. Le premier graphique vous montre que la croissance économique de tout pays dans le monde suit strictement une loi de proportionnalité avec sa consommation d'énergie. Chaque point sur ce graphe est un pays dans le monde. Ça tombe juste à 99% près et on mettra ce petit aléa sur des aléas de mesure. Ensuite, on peut également ajouter que cette relation entre croissance et dépenses énergétiques est également valable dans le temps. Ce deuxième graphique projette l'évolution du PIB mondial dans le temps en rapport de la consommation d'énergie et vous voyez que globalement c'est une droite. Enfin, presque, car cette droite est juste à 98,5% près. Et là, ce n'est pas un aléa, car on voit une dérive haussière qui transforme cette droite en courbe. Cela peut sembler subtil, mais en réalité, c'est dans ce petit biais que réside l'histoire de l'évolution scientifique et technique de l'humanité. Si, je vous jure, cette dérive de 1,5% est bien identifiée en économie. C'est ce que l'on appelle les gains de productivité. Dit autrement, chaque année qui passe, en moyenne, on utilise 1,5% d'énergie en moins pour faire une unité de richesse car on a des machines de plus en plus performantes et des connaissances de plus en plus grandes sur les sciences et techniques. Vous pouvez appeler ça la traduction en chiffres du génie humain qui permet de faire toujours mieux avec toujours moins. Plus généralement, on peut dire que l'humanité a besoin de moins en moins d'énergie pour créer une même unité de richesse par être humain. Ou alors, dit à l'envers, que chaque être humain transforme de plus en plus d'énergie en richesse car son efficience de production augmente. Maintenant, à quel titre est-ce que je me permets de généraliser la réalité et le rôle de ces gains de productivité ? Veuillez considérer que cette dérive de 1,5% par an a également été identifiée et mesurée par Ray Dalio comme le moteur du génie humain et de la transformation de nos civilisations sur une période de 1500 ans. C'est pas comme mon petit graphique pourri sur 100 ans. Et Dalio, c'est une sommité, car ses travaux sont très solides. Voici la grande représentation de ses travaux. Les cycles de crédit de court terme en rouge et de long terme en bleu s'articulent autour des gains de productivité qui poussent l'économie mondiale structurellement à la hausse. Et ces travaux, je le rappelle, portent sur 1500 ans. Il explique tout ça dans son livre Changing World Order, Why Nations Succeed and Fail. Donc disons qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, on est bon avec ces histoires de gains de productivité. Mais personnellement, ça ne me satisfait pas encore. J'ai envie d'aller plus loin que ça sur cette idée. Oui, on est sur GeaNova, on n'est pas là pour coller des gommettes. Je ne suis pas très loin d'être persuadé que ce qui se cache derrière ces fameux gains de productivité est une constante universelle. Regardez ce graphique, il vous montre grossièrement que depuis littéralement la création de l'univers, la quantité d'énergie transformée par unité de masse est en augmentation. Dit autrement, toutes les structures qui apparaissent dans l'univers, qu'elles soient macro ou micro, ont cette caractéristique de cumuler des gains de productivité. Tout content de ma trouvaille, je suis donc allé en parler à Didier Darcet, mon grand copain avec qui je fais des interviews sur Grand Angle Éco pour causer de finances quantitatives. Et je lui casse les pieds depuis lors pour qu'il m'aide à calculer la valeur de cette constante de gain de productivité. Pour l'instant, il trouve l'idée intéressante et j'ai au moins accroché son attention. Donc, je vous en reparlerai
reparlerai bientôt. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça et pourquoi est-ce que cela m'enthousiasme autant? Car dans ce cas, on touche à une théorie de la croissance qui agrège énergie, information, économie et finance. C'est pour cela qu'en intro, je vous parlais d'une théorie de la croissance unifiée. Je m'explique. L'énergie, vous l'avez compris, c'est la brique première de la croissance. Ok, maintenant, les gains de productivité relèvent pour leur part de l'augmentation des connaissances disponibles. Dit autrement, pour passer d'une voiture qui consomme 20 litres au 100 à une voiture de poids équivalent qui consomme 5 litres au 100, il faut de la grosse tech, des connaissances, de l'information sur comment fonctionne le monde et ses règles de la physique. Et c'est la même chose pour passer de la machine à vapeur au moteur électrique et au nucléaire. Dans tous ces cas-là, pour avoir du progrès, pour créer de la richesse en plus, il vous faut de l'information et de l'énergie. Et c'est à ce moment-là que je vais vous demander de rester concentré avec moi quelques instants, parce que c'est là, à ce moment précis, que l'on peut comprendre les bases fondamentales de ce qu'est un système monétaire. Puisque l'énergie est la brique essentielle et incontournable de la création de richesse, l'idéal serait de pouvoir la mettre en bouteille pour la transporter facilement et épargner. Honnêtement, si stocker du pétrole, de l'uranium ou de l'électricité et passer d'une forme d'énergie à une autre était simple et sans perte, je ne voudrais rien d'autre pour mon épargne de long terme, puisque je saurais que l'énergie a toujours de la valeur. Les plus riches auraient des barres d'uranium très denses dans le garage, tandis que les plus pauvres auraient des bouteilles de vent et de soleil, qui sont certes très peu denses, mais dont tout le monde peut profiter. C'est donc une énergie accessible, une richesse accessible. Enfin, lorsque l'on achèterait sa maison, on transformerait tous nos bouteilles de vent et de soleil en quelques grammes d'uranium pour aller faire notre achat et basta. Bon, vous voyez bien que tout cela est impossible aux grandes dames de nous autres pauvres êtres humains. Donc, à défaut de manger des grives, on mangera du merle. Il nous faut une représentation de l'énergie pour pouvoir épargner. Or, qui dit représentation dit un système social qui repose sur la confiance, puisqu'il va falloir qu'on se promette des choses les uns et les autres au sein de sociétés humaines. Et là, la première monnaie de l'humanité, c'est le système du « je te le revaudrai plus tard ». Blague à part, quand vous avez besoin d'énergie, d'un travail et donc de transférer de la valeur dans le temps, le premier moyen pour le faire, donc la première monnaie, c'est la promesse. Je t'aide à rentrer ton bois, donc tu me donnes de l'énergie, et en échange, je te promets de te rendre cette énergie quand je viendrai t'aider à faire ton foin. Les premières monnaies ne sont donc pas du troc, loin s'en faut, car le troc est tout sauf pratique, mais bien des promesses que l'on écrit, ou pas d'ailleurs. Petite parenthèse sur le troc, il a été plus utilisé lors d'échanges de cadeaux entre différents clans qui se croisent de temps en temps afin de fluidifier les relations que comme un système monétaire. Dit de façon triviale, quand vous avez besoin d'échanger vos femmes pour éviter la consanguinité dans des clans trop petits, vous faites passer la pilule en échangeant réciproquement des pots de bêtes, des vases rituels et autres biens plus cérémoniels qu'autre chose. En fait, le troc n'est pas un système monétaire puisque c'est un échange réciproque de même valeur et donc sans qu'il y ait besoin de faire intervenir de la confiance, puisque personne ne doit rien à personne à la fin. Si vous voulez en savoir plus, il y a évidemment Harari et Graeber qui en parlent très bien, mais vous pouvez aussi aller voir le docu Origine, l'histoire de l'humanité de National Geographic, qui n'est pas mal non plus sur ce sujet. La paix apportée par le troc a été essentielle pour les premiers hommes. Cela signifiait « Tu n'as peut-être pas confiance en moi, ni en ma tribu, mais tu as confiance dans cet objet. Et avec le temps, tu apprendras à me faire confiance. » Continuons notre raisonnement sur la monnaie. Si le sujet, c'est de transférer de l'énergie dans le temps et dans l'espace, il faut donc trouver des moyens de se faire des promesses, car je le rappelle, l'énergie se stocke mal, se transporte mal et se convertit mal. Il est donc plus simple de se faire des promesses pour restituer une énergie, un travail plus tard ou ailleurs, car les promesses, ça se transporte et ça se stocke beaucoup plus facilement pour la peine. C'est pour cela que sur la base de notre premier constat que croissance égale transformation énergétique, je dis que toute monnaie est une dette puisqu'elle correspond à une promesse, un engagement d'une personne ou d'un groupe de se faire livrer une quantité d'énergie dans le futur par le promettant, et je vais vous le prouver dans un instant par des chiffres et des tableaux bien concrets. À partir de là, il y a deux types de dettes. Les dettes auprès des gens que l'on connaît, ou du moins qui appartiennent au même groupe social que nous, et les dettes auprès des gens que l'on ne connaît pas. Pour les gens qui font partie de ma famille, mon village ou mon pays, se faire des promesses est assez simple. Cela peut être le tableau des bons points avec mes enfants dans la cuisine, mais on peut aussi penser aux monnaies locales jusqu'à l'autre bout du spectre où l'on va trouver les monnaies dites fiat comme le dollar, l'euro et j'en passe qui sont gérées par l'État souverain de la zone en question. Jusqu'ici
Jusqu'ici, tout le monde comprend. L'idée générale, c'est qu'il y a une monnaie par groupe social, ou on peut encore dire par souverain. Le dollar pour les Américains, le yen pour les Japonais et l'euro pour... bon, là, ok, on est au cœur du problème de la zone euro, puisqu'il y a plusieurs pays censément souverains, et pourtant, on a une monnaie commune. C'est un problème fondamental de l'euro, dont j'ai déjà parlé longuement sur Grand Angle, mais vous voyez le principe. Et alors maintenant, comment faire des promesses avec des gens que l'on ne connaît pas? Comment réussir à coopérer avec des gens avec lesquels vous ne pouvez pas communiquer? Comment leur promettre de l'énergie pour plus tard? Ou alors comment faire valoir un travail que vous avez accompli chez vous dans un pays qui ignore tout de vous? Assez épineux comme problème. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une théorie mathématique en théorie des jeux qui modélise ce problème de coopération avec des gens avec lesquels on ne peut pas communiquer, et ça s'appelle le point de Schelling. Pour le faire simplement, si j'envoie un message à l'un d'entre vous, cher viewer, qui vous dit « On se retrouve à Paris lundi soir », et puis c'est tout, que ferez-vous? Où est-ce que vous allez me chercher, sachant qu'on ne peut plus échanger de messages? Eh bien, vous, je ne sais pas, mais moi, je serais tenté de me planter sous la Tour Eiffel, car je pense que la majorité d'entre vous s'attendra à me trouver sous la Tour Eiffel dès l'instant que l'on pense que l'on cherche tous un point de rendez-vous évident. Eh bien pour la monnaie, c'est pareil, un consensus s'est formé petit à petit au fil de l'histoire de l'humanité après avoir essayé plein de trucs comme le grain, les pointes de flèche polies et même les gros cailloux troués de ce style. Si, je vous assure, il y a des gars qui se sont servis de ça comme monnaie, fallait y penser quand même. Et tout un tas d'autres trucs plus ou moins pratiques comme le sel et j'en passe. Au final, au bout de quelques milliers d'années, le point de Schelling pour négocier une représentation de l'énergie s'est formé autour de l'or. Et là, il y a quelque chose de très intéressant à pointer du doigt. Tout ou presque a été testé pour transporter de la valeur, on vient de le voir. Mais on peut regrouper ces choses en deux catégories. Les trucs qui ont une valeur intrinsèque, comme le blé que l'on peut manger ou les pointes de flèche polies qui peuvent servir à chasser, et les autres trucs comme l'or ou les cailloux troués géants qui objectivement ont une valeur intrinsèque très faible. Or, parmi toutes ces choses que l'humanité a le plus mis en compétition pour devenir le point de Schelling monétaire, c'est l'or qui est ressorti vainqueur, à savoir une chose sans valeur intrinsèque ou alors si peu. J'explique cela de la façon suivante. Pour un consensus décentralisé, un objet marchandise fait une mauvaise monnaie car les évolutions technologiques rendent caduques les technologies du passé. Donc stocker de la valeur dans les pointes de flèche en pierre polie, c'est prendre le risque de voir son patrimoine réduit à zéro quand tout le monde se met aux pointes de flèche en bronze ou je ne sais quoi de mieux. C'est pour cela que je pense qu'un bon objet pour coopérer avec des gens que l'on ne connaît pas est un objet dont on est sûr qu'une dépense énergétique a été faite à l'origine de son acquisition, car cela nous prouve que l'on n'a pas pu tricher sur l'acquisition de cette contre-valeur. Mais rendez-vous compte que ce consensus s'est installé spontanément au cours des millénaires. C'est assez incroyable que le désir de coopération de l'humanité soit développé au point de conceptualiser une valeur monétaire à l'échelle de l'humanité. Moi là je dis bravo Homo sapiens sapiens. C'est pour ça que je dis et répète que l'or est une dette, tout comme les monnaies fiat, car détenir de l'or, c'est détenir une représentation de l'énergie à valoir auprès des gens qui ne font pas partie du même groupe social. Et ça, avant de vous le prouver, je peux vous le démontrer. En soi, l'or ne contient factuellement aucune énergie ou alors très résiduellement et ne permet pas d'opérer des transformations énergétiques qui créent de la richesse, hormis quelques cas particuliers comme la bijouterie. Dit autrement, on peut peut-être définir la valeur d'une chose au niveau de sa capacité à opérer des transformations énergétiques et physiques. Par exemple, des graines ou du pain permet de dégager de l'énergie quand on les mange. C'est cela leur valeur. Et une place de cinéma, un service donc, permet de mettre en action toute l'infrastructure nécessaire pour le voir et rembourser l'investissement énergétique nécessaire pour le réaliser. Toutes ces choses comme les voitures, les marteaux, l'immobilier ou les actions d'entreprise sont des valeurs marchandes car elles sont en même temps des moyens d'opérer des transformations physiques sur le monde. C'est cela que signifie la phrase « La croissance, c'est de l'énergie transformée ». Dites-moi en commentaire si vous voyez des contre-exemples. Ce sera par exemple l'occasion d'aborder la valeur morale ou alors la valeur artistique. Vaste sujet. Mais bon, pour en revenir alors, sa valeur industrielle, en gros, la bijouterie et un peu d'électronique ne représentent que 10% de son prix. C'est Didier qui m'avait calculé ça à l'époque. L'argent, c'est 50% de mémoire et le cuivre, 90%. C'est pour cela que l'argent est un actif hybride et que le cuivre n'est pas une monnaie convenable car sa valeur dépend plus des transformations physiques, comme faire des tuyaux dans le bâtiment ou des circuits électroniques, que de sa capacité à stocker des promesses, donc une utilisation comme monnaie
monnaie qui s'est vite effacée devant l'or. Alors voilà, maintenant la preuve empirique. Sur ce graphique, vous pouvez voir que sur le long terme, tout de même, on parle de 110 ans, la valeur de l'énergie représentée par la valeur du pétrole sur ce graphique est égale à 3 queues de vache près sur un gros siècle à la valeur du cash, du dollar en l'occurrence, et à la valeur de l'or. Oui, si vous admettez que la croissance économique c'est de l'énergie transformée, vous admettrez bien volontiers que la valeur souche c'est l'énergie et non l'or ou le dollar qui n'en sont que des représentations. L'or est simplement une monnaie qui représente l'énergie à l'échelle des groupes décentralisés, tandis que les monnaies fiat sont des représentations de l'énergie à l'échelle des communautés centralisées. À partir de là, prenons un moment pour les chafouins qui me répètent inlassablement que le dollar a perdu 95% de sa valeur ou je ne sais quoi par rapport à l'or sur un siècle avec ce genre de graphique à la noix. Je vous rappelle qu'une monnaie fiat, c'est une valeur nominale plus un taux d'intérêt à court terme. Donc la différence entre la valeur du billet de 100 $ et la valeur de l'or sur ce graphique, c'est le taux d'intérêt composé qui n'a pas disparu. Il a juste été servi à la banque. Eh oui, ce que vous voyez sur ce graphe, ce n'est pas du tout la perte de valeur du dollar, c'est juste le modèle de financement du système bancaire des banques de dépôt pour les petits épargnants qui se rémunèrent en prenant le taux d'intérêt de vos dépôts. Enfin, deuxième chose qu'il faut vraiment éclaircir, le taux d'intérêt de court terme sur le cash n'est pas la contrepartie d'un investissement de court terme. Il ne porte donc en lui aucun risque. Quand vous entendez cette remarque de dire oui mais tu confonds investissement avec monnaie, vous devez comprendre que la personne en question confond la rémunération du cash à court terme avec le marché obligataire. Le taux d'intérêt directeur qui rémunère votre argent à court terme est sans risque puisqu'il est servi par la banque centrale émettrice de la monnaie et qu'il n'est pas sensible à l'inflation puisqu'il est de court terme. Par contre, quand vous mettez vos dollars en dépôt à 10 ans toujours à la banque centrale, vous passez du marché monétaire au marché obligataire car vous prenez là le risque de l'inflation. Et oui, la différence en matière monétaire entre monnaie et investissement, c'est simplement le temps. Bref, une monnaie fiat perd de la valeur face à l'or quand un pays fait faillite, comme c'est le cas du Zimbabwe, de la Turquie ou de l'Argentine, car dans ce cas, les taux d'intérêt ne compensent jamais la perte de la valeur sur le nominal. Et oui, à long terme, toutes les monnaies fiat font faillite sur un pas de temps moyen d'environ 70 ans, c'est David Graeber qui le dit dans son livre, car les sociétés humaines naissent, grandissent et souvent périclitent, à contrario de l'espèce humaine qui n'a pas fini son bonhomme de chemin à ce que je sache. C'est bien parce que l'or est le point de Schelling de la valeur pour l'humanité que l'or garde sa valeur à travers les siècles. Et c'est là que j'en arrive à Bitcoin. Tout le pari de Bitcoin, c'est de proposer un nouveau point de Schelling monétaire au travers du processus d'adoption, et ce, grâce à des caractéristiques bien plus efficientes que l'or. Dit autrement, pour reboucler avec mes propos du début, Bitcoin est une bien meilleure monnaie pour représenter une dette énergétique que l'or ne peut l'être, car il dissipe beaucoup plus d'énergie par unité de masse pour une masse beaucoup plus petite que le système de stockage de la valeur et de paiement avec l'or. Typiquement, la masse du système Bitcoin, ce sont les machines de minage et quelques dizaines de milliers de nœuds qui ne représentent pas grand-chose pour une valeur de 2000 milliards. Allez, je n'ai pas fait le calcul précis pour la peine, peut-être que ça pourrait exciter des gars comme Michel Kazaka, petit clin d'œil, mais en ordre de grandeur, on sent qu'on est très largement en dessous de la masse de l'industrie liée à l'or. Il faudrait prendre en compte la masse de l'industrie de l'extraction d'or, plus la masse de l'or en lui-même qui ne pèse pas une plume, plus tous les magasins et personnes rattachées au négoce de l'or dans le monde, plus toute la masse des réserves faites en banque centrale dans le monde et tout le système qui permet de le faire fonctionner, et j'en passe. Tout cela pour à peine quoi ? 20 000 milliards de market cap, soit à peine 10 fois plus que Bitcoin. Bon, je le dis en rigolant, mais ma main a coupé qu'on constate une augmentation gigantesque de l'énergie dissipée par unité de masse entre Bitcoin et le système traditionnel, tout en divisant considérablement la masse totale du système. C'est ça que signifient des gains de productivité extraordinaires. À partir de là, en ce qui concerne les fiat, la conclusion est assez logique. Elles n'ont certainement pas vocation à disparaître, mais à se faire remplacer par des sortes de stablecoins plus ou moins décentralisés, dont l'émission sera contrôlée par les États, car par essence, les monnaies fiat ont une gestion centralisée. C'est leur nature. Ajoutons également que je pense que le rêve d'un étalon Bitcoin qui supplante toutes les monnaies fiat n'a pas de sens et témoigne d'une incompréhension de ce qu'est la monnaie. Le but d'une monnaie fiat est de créer un système de dette centralisé avec un taux d'intérêt, ou alors même laisser libre, ça marche dans les deux cas, mais pour équilibrer la consommation et l'investissement au sein d'une zone économique donnée. Maurice Allais et Nut Vixel se sont
sont chargés de démontrer tout cela bien mieux, bien avant moi. L'or, en revanche, est une monnaie décentralisée qui ne porte pas de taux d'intérêt en lui-même, car ça ne serait pas pratique du tout. Eh ben oui, si l'or avait un taux d'intérêt, il serait une valeur mondiale qui serait une sorte de compromis mondial qui ne correspondrait à l'état d'aucun tissu économique local. Trop cher pour les uns ou pas assez pour les autres. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est un peu le problème de l'euro dont le taux d'intérêt ne satisfait personne, car il y a 20 souverains dans la zone euro, donc on est sûr que tout le monde soit mécontent à la fin. En conséquence, l'or n'a pas de taux d'intérêt et du coup toute sa valeur est contenue dans sa valeur nominale, que ce soit lingots, pièces ou les bijoux de maman. Et c'est armé de tous ces concepts que j'en arrive à l'intelligence artificielle et au secteur du HPC, à savoir le High Performance Computing, à savoir l'informatique de haute performance, qui est la dernière brique que l'on va explorer avec Grand Angle Nova. Si on reprend cette courbe que l'on a vue au début, je rappelle que le monde, spontanément et via l'humanité, va produire en moyenne chaque année plus 1,5% de productivité. Ok, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, car je rappelle que la seule façon de maintenir cette cadence, c'est de faire des innovations technologiques à répétition qui transforment fondamentalement nos sociétés modernes. C'est ce que j'appelle la pointe de la pyramide de la croissance. Or, pour faire 1,5% par an dans le monde, il faut qu'il y ait quelques secteurs en pointe qui font immensément plus. Et c'est bien cela qui m'intéresse sur cette chaîne, parce que c'est là que l'on va brasser le plus d'énergie par unité de masse, et donc les plus grande rentabilité, puisque la croissance c'est de l'énergie, oui, transformée. Mon meilleur pari, c'est que cette pointe de la croissance et de l'innovation technologique, c'est l'informatique de haute performance, le secteur du HPC aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser au minage de Bitcoin, à l'intelligence artificielle, à l'équilibrage des réseaux électriques grâce aux futurs data centers flexibles, parce que sinon tout ça on sait pas l'alimenter, à la robotique qui n'est en quelque sorte que l'incarnation de l'intelligence artificielle dans le monde physique, et j'en passe. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne Grand Angle Nova. L'objectif, c'est de vous parler des secteurs à plus forte croissance, qui sont les plus transformateurs de notre monde. Je sais que ça va vous plaire, car vous êtes une audience de gens curieux, et il n'y a rien de plus excitant pour les gens curieux qu'une débauche d'énergie par unité de masse, car la croissance, oui, c'est de l'énergie transformée. On n'est pas sur une chaîne de déprimés qui attendent claquer dans d'atroces souffrances à base de décroissance pathologique. On est une bande de joyeux drilles passionnés par la tech, la vie et la croissance des connaissances humaines pour aller toujours plus loin et toujours plus fort vers de nouvelles aventures. Et viva la libertad, carajo. Pour cette première vidéo, j'en profite pour vous laisser un lien pour vous inscrire à une mailing list qui nous permettra de se parler, car j'ai en tête de créer un grand mouvement de capitalisme inversé, où ce sont les particuliers qui sont à l'entrée du système pour manger des petits pâtés sur la tête des institutionnels. L'idée part de notre succès sur les levées de Data Factory, où j'ai levé plus de 70 millions de dollars grâce à la communauté de la chaîne Grand Angle. Pour la peine, il ne s'agira donc pas de vous vendre des trucs, des formations ou je ne sais quoi, mais pour vous parler des investissements dans lesquels on est investi et éventuellement des façons d'investir ensemble. Le principe sera donc, on gagne ensemble, on perd ensemble. Pour l'instant, on travaille encore sur le sujet avec mon acolyte Richard Estève, donc je vous tiendrai au courant de nos avancées via cette mailing list très prochainement.